On appuie sur un interrupteur, on prend la voiture, on branche notre téléphone pour la nuit. Des gestes tellement banals, n'est-ce pas? Et pourtant, derrière chacun d'eux se cache un lien invisible mais hyper puissant. Celui entre l'énergie qui fait tourner nos vies et le climat de notre planète. Et ce lien, on va essayer de le démêler ensemble. Alors cette question, elle a l'air toute bête, mais en réalité, la réponse est super complexe. Parce que ce petit clic, là, sur l'interrupteur, ça déclenche toute une chaîne de conséquences, bien au-delà des murs de la maison. C'est un peu ce voyage qu'on va faire, en fait, de l'ampoule jusqu'au climat de la planète tout entière. Et voilà, on arrive au cœur du problème. On a un appétit d'ogre pour l'énergie. Le souci, c'est que ça a un effet secondaire assez sérieux. Ça donne littéralement la fièvre à notre planète. Et vous savez, comme quand on est malade, avant de chercher le remède, il faut d'abord comprendre d'où vient le problème. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Pour bien piger l'enjeu, il faut d'abord savoir de qui on parle. Et en matière d'énergie, c'est assez simple en fait. Notre monde fonctionne avec, disons, deux grandes familles. On pourrait même dire deux équipes qui se font face. Alors, quelles sont ces deux familles? D'un côté, on a les énergies qui se renouvellent, tout le temps, sans s'arrêter. Et de l'autre, celles qu'on va chercher dans un stock. Un stock qui, lui, diminue, il n'est pas infini. Et croyez-moi, cette différence, c'est vraiment la clé pour comprendre tout le reste. Bon, concrètement, c'est quoi la différence? C'est assez simple, imaginez un compte en banque. Les énergies non renouvelables, c'est comme un héritage. Une fois que vous avez tout dépensé, c'est fini, il n'y a plus rien. Alors que les énergies renouvelables, c'est plutôt comme un salaire qui tombe tous les mois. À notre échelle, ça ne s'épuise jamais. Ok, mais qui est dans quelle équipe alors? Côté non renouvelable, on trouve les superstars de notre économie actuelle. Le pétrole, le gaz, le charbon, et on peut ajouter l'uranium pour l'énergie nucléaire. Et dans l'autre camp, celui des renouvelables, on a les forces de la nature. Le soleil, le vent, la force de l'eau, la biomasse comme le bois, ou même la chaleur qui vient du centre de la Terre, la géothermie. C'est vraiment deux approches et deux avenirs différents. Bon, voilà la question à 1 million. On a nos deux familles d'énergie, c'est clair. Mais maintenant, quel est le lien? Comment est-ce que le fait de brûler du charbon ou du pétrole peut dérégler le climat de toute la planète? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans un phénomène tout à fait naturel, un phénomène qu'on a un peu déréglé nous-mêmes. Ce fameux mécanisme, vous en avez forcément déjà entendu parler, c'est l'effet de serre. Pour faire simple, imaginez que la Terre est enveloppée dans une sorte de couverture invisible. Cette couverture, elle est super importante, elle est même vitale pour nous garder au chaud. Sans elle, il ferait un froid polaire. Le problème, c'est que ce qu'on fait, nos activités, ça transforme cette couverture parfaite en une énorme couette bien trop épaisse. À l'origine, c'est une mécanique super bien huilée. Le soleil envoie son énergie, ça réchauffe la Terre. Une partie de cette chaleur repart dans l'espace, mais une autre est piégée par des gaz qui sont naturellement là dans l'atmosphère. C'est ça l'effet de serre naturel. Et c'est grâce à lui qu'on a une température moyenne d'environ 15 degrés au lieu de moins 18. On voit bien que c'est un équilibre hyper précieux, mais aussi très fragile. Et c'est là que ça se complique. C'est là que l'être humain entre en jeu. Depuis la révolution industrielle, en brûlant en masse du pétrole, du gaz et du charbon, on a libéré des quantités, mais vraiment astronomiques de gaz à effet de serre en plus. Surtout du dioxyde de carbone, le fameux CO2. En gros, c'est comme si on rajoutait tous les jours une nouvelle épaisseur à notre couverture planétaire. Et la conséquence, elle est logique et malheureusement implacable. La couverture est plus épaisse, donc elle retient plus de chaleur. Le thermostat de la planète se met à grimper. Mais attention, ce n'est pas juste « il fait un peu plus chaud ». Non, c'est tout le système, toute la machine climatique qui se dérègle. Ça veut dire des tempêtes plus fortes, des sécheresses plus intenses, le niveau des océans qui monte. Bref, la machine s'emballe. Et les conséquences, elles ne sont pas que pour la météo. La même combustion qui détraque le climat, elle pollue aussi l'air qu'on respire tous les jours. Résultat, plus de maladies respiratoires, plus de problèmes de santé. Donc le problème n'est pas seulement là-haut, au niveau de la planète, il est aussi ici, tout près de nous. Il nous touche directement. C'est vrai que face à un truc aussi énorme, on peut vite se sentir un peu dépassé, voire impuissant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un moyen de ramener ce grand défi à notre propre échelle. Un outil pour le rendre plus concret et surtout pour voir où on peut agir. Il s'agit de rendre ce problème global un peu plus personnel. Et cet outil, ce concept clé, c'est ce qu'on appelle l'empreinte carbone. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement une mesure. Ça permet de calculer la quantité de gaz à effet de serre qui est émise à cause d'une activité humaine. Ça peut être l'empreinte d'une personne, d'une entreprise ou même d'un pays entier. Et ce qui est assez fou avec cette idée d'empreinte carbone, c'est que ça nous montre à quel point tout est connecté.
Prenez cette phrase, par exemple. Manger une pomme, envoyer un mail. On n'y pense pas, mais oui, même ces gestes-là ont un impact. Ils génèrent des émissions. Chaque petite action de notre quotidien, même la plus banale, laisse une petite trace invisible. Bon, la question maintenant, c'est comment on fait pour réduire cette empreinte, pour reprendre un peu le contrôle? Il n'y a pas de solution miracle, pas de baguette magique, évidemment, mais il y a deux grandes pistes à suivre et il faut les suivre en même temps. Il y a ce qu'on peut faire à notre niveau, individuellement, et ce qu'on doit faire tous ensemble, collectivement. Commençons par le niveau individuel. En fait, des leviers d'action, on en a partout, dans notre vie de tous les jours. Quand on se déplace, par exemple, choisir les transports en commun ou le covoiturage, ça change tout. Chez soi, bien isoler sa maison, c'est crucial. Et puis, dans notre manière de consommer, réparer au lieu de jeter, recycler, choisir des appareils qui consomment moins. Chacun de ces choix, c'est une petite pierre à apporter à l'édifice. Mais attention, les efforts individuels, même s'ils sont essentiels, ils ne peuvent pas tout faire. Ils ont besoin d'être soutenus, d'être amplifiés par une action collective, à grande échelle. Et là, on parle de décisions politiques, de choix de société. Investir à fond dans les énergies renouvelables, aider les gens financièrement à isoler leur logement, mettre en place des lois qui nous embarquent tous dans la bonne direction. Et d'ailleurs, ce genre de cadre collectif, ça existe déjà. En France, par exemple, on a la loi sur la transition énergétique qui date de 2015. C'est une sorte de plan de route. L'objectif, ce n'est pas seulement de lutter contre le changement climatique, c'est aussi un enjeu d'indépendance, être moins dépendant du pétrole et du gaz qui viennent d'ailleurs. Au final, on se rend compte que tout ça, c'est une histoire de choix. Un choix qu'on fait tous les jours, à chaque fois qu'on utilise de l'énergie. Les décisions qu'on prend aujourd'hui, que ce soit chez nous, dans notre salon, ou au niveau des gouvernements, ce sont elles qui dessinent le monde de demain. La question n'est donc plus de savoir si on doit choisir, la vraie question c'est quel avenir on veut construire ensemble.